Alexandre le Grand de Johann Gustav Droysen. Chapitre 2. Mais Philippe était-il, ces Macédoniens étaient-ils des Grecs, pour être en droit d'entreprendre la lutte contre les Perses dans l'esprit du peuple hellénique et en suivant le courant de son histoire? Attendez. Tchoup. Les défenseurs de la vieille politique particulariste et de la liberté grecque l'ont souvent contestée, et leur plus grand orateur, Démosthène, emporté par son zèle patriotique, va jusqu'à affirmer que Philippe n'est ni Hellène, ni parent des Hellènes, mais qu'il appartient à cette race de barbares qui ne sont même pas bons à servir d'esclaves. C'est Démosthène qui dit ça dans Philippique 3, Olympienne 3. Des traditions plus anciennes nous donnent des Macédoniens une autre idée. Eschyle, ainsi que nous l'avons déjà rapporté, fait dire à Pélasgos, roi d'Argos, que son peuple, appelé de son nom, Pélagien, s'étend jusqu'aux Olympides du Strimon et occupe, avec la contrée montagneuse de Dodone, les versants du Pinde et les vastes provinces de la Péonie. Ainsi, le vieux combattant de Marathon considère les peuplades qui habitent les bords de l'Aliakmon et de l'Axios comme appartenant à la même race que les anciens habitants de la contrée qui s'étend depuis l'Olympe jusqu'au Ténare et que ceux de l'ouest du Pinde. Non mais les Athéniens, ils sont graves. La haute chaîne du Pinde qui sépare la Thessalie de la contrée montagneuse de Dodone et de l'Épire forme, en s'avançant vers le nord jusqu'au Tchardag, l'ancien Skardos, la muraille de séparation entre la Macédoine et l'Illyrie. Puis la chaîne s'infléchit à l'est, vers les sources du Strimon, dont elle côtoie ensuite la rive gauche dans la direction du sud-est jusqu'à la côte sous le nom d'Orbelos et achève de former la frontière naturelle du territoire macédono-péonien qu'elle sépare également des peuples thraces à l'est et au nord. Dans la région ainsi enclose pénètrent l'Aliakmon, l'Axios avec ses affluents, le Strimon, une seconde et une troisième chaîne de montagnes qui, à peu près concentriques au Pinde, Skardos, Orbelos, entourent la plaine centrale riveraine de la mer, celle qui va de Péla et Thessalonique jusqu'au golfe Thermaïque. La double ceinture de vallées à travers lesquelles se frayent un passage les trois fleuves pour venir, à deux au moins, l'Aliakmon et l'Axios, atteindre la mer l'un près de l'autre dans cette plaine du littoral, divise naturellement cette population en tribus cantonales et désigne la plaine de la côte pour être leur centre commun et leur lieu de réunion. Purée, il fait des longues phrases. D'après le récit d'Hérodote, le peuple qui plus tard a porté le nom de Doriens fut chassé de la Thessalie et vint s'établir près du Pinde, dans la vallée de l'Aliakmon, où il porta le nom de Macédonien. D'autres légendes racontent qu'Argéas, l'ancêtre des Macédoniens, sortit d'Argos pour aller s'établir en Orestide, dans le territoire où l'Aliakmon prend sa source. Ces légendes expliquent ainsi le nom d'Argéade, que l'on donnait probablement à la famille royale. D'après une autre tradition, qui était alors la plus répandue dans le pays, trois frères Héraclides, de la race princière d'Argos, issus de Théménos, s'en allèrent au nord chez les Illyriens, puis plus loin dans la Haute-Macédoine, et s'établirent ensuite à Édesse, près des grandes cascades qui déversent les eaux dans la vaste et fertile contrée du littoral. C'est là, à Édesse, qui fut aussi nommée Aegae, que Perdicas, le plus jeune des trois frères, fonda un royaume qui, s'étendant peu à peu, s'annexa les régions circonvoisines, les Maties,
la Mygdonie, la Bottier, la Pierie, l'Amphictide. Ils appartenaient aux mêmes tribus pélasgistes qui jadis avaient occupé le territoire hellénique, et donc quelques-unes, restées en arrière de la civilisation des Hellènes, furent considérées plus tard par ceux-ci comme des barbares ou semi-barbares. La religion et les mœurs des Macédoniens prouvent cette communauté d'origine. Sur les frontières, il put bien se produire un mélange avec les tribus illyriennes et thraces, mais la langue des Macédoniens nous apparaît comme très voisine des plus anciens dialectes helléniques. Dans le régime militaire des Macédoniens, le nom des Hétaères est resté en usage jusque dans les derniers temps. Si, comme on n'en saurait douter, ce nom a été importé dans le pays dès l'établissement de la royauté, il en résulte que les Héraclides macédoniens, établis dans un pays étranger, avaient à y remplir la même tâche que leurs ancêtres dans le Péloponnèse. Comme eux, ils devaient fonder leur puissance et leurs droits sur l'asservissement des anciens indigènes. La seule différence était que, dans cette contrée plus que dans les autres pays doriens, l'élément ancien se mêla intimement au nouveau et se fondit en un tout qui conservait la vigueur mais aussi la grossière rudesse des ancêtres. Il y eut là, pour ainsi dire, un âge héroïque, moins la poésie. Les mœurs indigènes étaient tout à fait semblables aux vieilles coutumes franques. Celui qui n'avait encore tué aucun ennemi devait porter un licou pour ceinture. Aristote, dans Politique. Celui qui n'avait encore abattu aucun sanglier à la chasse devait rester assis et non couché dans un festin. Dans les funérailles, c'était la fille du défunt qui devait éteindre le bûcher sur lequel avait été brûlé le cadavre. L'histoire fait remonter cet usage à la fille d'Héraclès, Macaria, qui, d'après une autre légende, se serait sacrifiée elle-même comme victime expiatoire. On rapporte que, par la volonté des dieux, les trophées de la première victoire que Caranos remporta sur les tribus indigènes furent, pendant la nuit, renversés par un lion, afin de montrer qu'on n'avait pas vaincu des ennemis, mais bien gagné des amis, et on ajoute que depuis ce temps, la coutume est restée chez les Macédoniens de n'élever aucun trophée sur les ennemis vaincus, Hellènes ou barbares. Ça vient de Pausanias. Philippe, après la bataille de Chéronée, et Alexandre, après ses victoires sur les Perses ou les Indiens, se sont, dit-on, conformés à cet usage. Au même temps où la Macédoine remportait ses victoires, Aristote écrivait que, dans les pays helléniques, la royauté s'est conservée seulement à Sparte, chez les Molosses et en Macédoine. Chez les Spartiates et les Molosses, pour la raison que cette royauté avait été tellement diminuée dans ses attributions que les rois n'étaient plus un objet d'envie. Tandis qu'en tout lieu, la royauté, qui avait négligé de s'appuyer sur le bas peuple, était tombée par la révolte de l'aristocratie, tandis que le bas peuple, à son tour, exclu pendant longtemps de toute participation à la conduite des affaires publiques et opprimé, s'était soulevé enfin contre cette classe de seigneurs, avait enlevé leurs privilèges aux membres de la noblesse et les avait soumis aux droits égalitaires des sociétés démocratiques, la Macédoine avait conservé son antique royauté parce que les germes de froissement et de haine dans les relations des classes ne trouvèrent pas à se développer. La vieille royauté s'y conserva, supérieure à tous, dit Aristote, en richesse et en honneur. En Macédoine, le danger était d'une autre nature. La royauté appartenait à la race royale, mais les règles de la succession n'étaient pas assez bien fixées pour exclure à l'avance les doutes et les querelles. Par cela même que le pouvoir royal y était plus libre, il demandait plus de capacité personnelle et d'énergie de la part de celui qui en était revêtu.
et il arriva trop souvent que les mineurs, les incapables, les négligents, durent céder devant un frère ou un cousin plus habile. Ainsi, après la mort d'Alexandre Ier, son plus jeune fils, Perdiccas II, n'eut pas de repos qu'il n'eût écarté du trône ses frères aînés, Amyntas, Philippe et Alcestas. De même, Perdiccas, fils d'Archélaos, qui était né d'une union irrégulière, écarta l'héritier légitime et l'assassina avant qu'il fût en âge. Platon, dans Gorgias, dit qu'Archélaos a assassiné son frère âgé de 7 ans. Cet enfant était né à Perdiccas de son épouse légitime Cléopâtre. Dans d'autres circonstances, la tutelle, cette forme régulière de la prostasie, servit de prétexte aux usurpations. Cette forme de régence royale est mise tout particulièrement en évidence par les événements de 323 après la mort d'Alexandre. Il y avait encore un autre danger. De nombreux exemples montrent que certaines parties du territoire furent données en possession héréditaire aux plus jeunes fils des rois et même à des étrangers sous la suzeraineté du roi, il est vrai, mais pourtant avec des droits tellement souverains que les titulaires pouvaient appeler sous les armes et entretenir des troupes particulières. C'est vrai, bon, les Macédoniens me font penser aux Mérovingiens quand même. C'est ainsi qu'Aridaos, le plus jeune frère d'Alexandre Ier, avait obtenu la principauté d'Élymiotides dans la Haute-Macédoine et que la possession en resta dans sa famille. De même, Philippe, frère de Perdiccas, avait reçu un territoire situé dans le haut du bassin de l'Axios. La royauté ne pouvait se fortifier qu'autant qu'il lui serait possible de maintenir dans l'obéissance ses familles princières, surtout que les Péoniens, les Agrianes, les Lyncestes et autres tribus des frontières qui avaient des princes indépendants leur fournissaient un point d'appui. Alexandre Ier, au temps de la guerre des Perses, paraît avoir le premier forcé les Péoniens, les Orestiens, les Tymphéens à reconnaître la suprématie macédonienne. Mais les princes de ces tribus n'en conservèrent pas moins et leur dignité et leurs biens. Nous avons trop peu de documents sur l'organisation et l'administration des Macédoniens pour qu'on puisse dire jusqu'où s'étendait la puissance royale. Cependant, le grand nombre de dispositions nouvelles que le roi Archélaos établit pendant les 10 dernières années de la guerre du Péloponnèse et la réforme qu'opéra Philippe II dans les monnaies, dont jusqu'alors la valeur avait été très diverse, ainsi que l'organisation militaire complètement nouvelle qu'il établit, montrent que la royauté doit avoir eu des pouvoirs très étendus en fait de réglementation. Quant au droit, il était certainement fixé par la coutume et la tradition suppléait à l'absence de constitution. Alors, selon Callisthène dit, il continuait à gouverner les Macédoniens non par l'usage de la violence, mais selon la loi. On peut bien dire que la royauté était aussi éloignée du despotisme asiatique que le peuple l'était lui-même de l'esclavage et d'une soumission servile. Les Macédoniens sont des hommes libres, dit un écrivain ancien. Ils ne sont ni des pénestes, comme la masse du peuple en Thessalie, ni des ilotes, comme en Laconie. C'est un peuple de paysans, qui ont à coup sûr et la propriété libre et héréditaire, et une constitution municipale avec assemblée et assises locales. Ouais, c'est des francs, quoi. C'est des Alains, peut-être. Sans être, alors là, c'est des petites notes, sans être restreinte dans ses attributions, comme à Sparte ou en Épire, la dynastie macédonienne gouverne de façon royale et non tyrannique, dit Isocrate. Polybe évoque la liberté que les Macédoniens conservaient dans leur rapport avec le roi, tant en parole qu'en droit.
Lucien en parle aussi dans le dialogue des morts. La dynastie se vante de son origine dorienne, mais on ne trouve pas de traces dans le peuple ou dans la noblesse indigène de tribus à la mode dorienne. Ça, on en saura plus dans d'autres bouquins. Parce que là, je fais un cycle Alexandre le Grand, je vais lire plusieurs livres. Et assise locale, assise désigne un type de tribunal propre aux Macédoniens. C'est marrant. Alors, tous sont tenus au service militaire lorsque le roi convoque le ban. Même dans les temps moins reculés, l'armée n'est à proprement parler que le peuple entier, et on la convoque pour prendre des décisions et pour rendre la justice. Dans cette armée, on distingue bien nettement une noblesse nombreuse, connue sous le nom d'Hétaérès, de compagnons d'armes tels que nous la montrent déjà les chants homériques. C'est à peine si l'on peut considérer cette noblesse comme une aristocratie. Elle ne se distinguait que par de plus grandes possessions, le souvenir de nobles aïeux et la faculté d'approcher de plus près la personne du roi, qui récompensait par des honneurs et des présents la fidélité à son service. Le roi pouvait même faire entrer des étrangers dans les rangs de ses hétaires, qui n'étaient donc pas choisis en fonction de leur noblesse. Il y avait encore en Macédoine de grandes propriétés, comme on n'en rencontrait plus dans le monde hellénique, en dedans des thermophiles. Ces présents étaient pour la plupart des domaines soumis à un autre régime que les biens patrimoniaux. Ils devaient être confirmés aux bénéficiaires par chaque nouveau roi, et il fallait des concessions spéciales pour qu'ils soient exempts de redevances et aliénables par vente ou échange au gré des possesseurs. Alors, les familles de noblesse princière elles-mêmes, qui avaient possédé précédemment une souveraineté indépendante dans le haut pays et qui, bien qu'elles eussent été forcées à la soumission par une royauté puissante, avaient néanmoins conservé la propriété de leur territoire, durent accepter pour elles et pour le peuple le régime en vigueur dans le domaine royal. Chez ce peuple de paysans et de nobles, il n'y avait point de grandes villes dans le sens que les Grecs attachaient à ce mot. Celles qui s'élevaient sur la côte étaient des colonies helléniques et formaient des communes indépendantes qui se sentaient en opposition avec les mœurs des régions de l'intérieur. Vers le temps des guerres médiques et en particulier sous Alexandre Ier, le Philhellène, comme l'appelle Pindare, il s'établit des rapports plus actifs entre la Macédoine et le monde grec. Déjà, le père d'Alexandre avait offert un asile et des terres dans son royaume à Hippias, fils de Pisistrate, banni d'Athènes. Alexandre lui-même, qui dut suivre en Grèce l'armée des Perses, fit tout son possible pour aider les Hellènes, que l'on songe à la bataille de Platée. Il fut admis à concourir dans les Jeux olympiques après avoir prouvé qu'il descendait des Théménides d'Argos, et on reconnut par là qu'il était hellène. Ça, c'est selon Hérodote. Comme lui, ses successeurs immédiats, Amyntas était probablement l'aîné des fils d'Alexandre le Philhellène. Perdiccas a dû l'écarter comme il le fit vers 431 pour Philippe. C'est pour faire entrer le fils de Philippe en possession de l'héritage paternel que les Thraces firent en 429 une expédition en Macédoine. Donc, comme lui, ses successeurs immédiats s'employèrent, avec plus ou moins d'adresse et de force, à mettre leur pays en contact direct avec la vie commerciale, politique et intellectuelle des Hellènes. La proximité des riches et commerçantes colonies de la Chalcidique, les relations nombreuses auxquelles elles donnaient lieu avec les principales puissances helléniques qui se disputaient leurs possessions et qui recherchaient ou craignaient l'influence macédonienne, les luttes presque continuelles qui déchiraient la Grèce et qui forçaient un grand nombre d'hommes distingués
à fuir leur patrie et à venir chercher la tranquillité et les honneurs à la riche cour de Péla, tout cela favorisait les progrès des Macédoniens. Le règne d'Archélaos fut surtout important et heureux. Tandis que tout le reste de la Grèce était agité et déchiré par la guerre du Péloponnèse, la Macédoine, sous la conduite prudente de ce roi, fit de rapides progrès. Archélaos éleva des places fortes qui avaient manqué jusque-là au pays, construisit des routes, développa l'organisation militaire qui déjà avait été ébauchée. Il organisa ce qui concerne la guerre, cavalerie, corps d'hoplite et tout le reste de l'armement, les rendant plus forts que ne l'avaient fait les autres rois qui l'avaient précédé. Ça, c'est Thucydide qui le dit. À tout point de vue, dit Thucydide, il fit plus pour les Macédoniens que ses 8 prédécesseurs. Il fonda des jeux à la mode hellénique, qui furent célébrés à Dion, non loin du tombeau d'Orphée, en l'honneur de Zeus Olapien et des Muses, avec exercices gymniques et musicaux. Sa cour, qui était le rendez-vous des poètes et artistes en tout genre, et le lieu de réunion de la noblesse macédonienne, servait d'exemple au peuple et guidait son développement progressif. Archélaos lui-même passait aux yeux de ses contemporains pour l'homme le plus riche et le plus heureux du monde. Les poètes Agathon, Eurylos, Euripide, le peintre Zeuxis étaient à sa cour. On dit que Platon était de ses amis. Après lui, les dissensions intérieures reparurent plus violentes qu'auparavant, peut-être occasionnées ou attisées par une réaction contre les innovations de la royauté qui concentrait ses forces et en même temps dirigeait contre la civilisation et les nouvelles coutumes. Dans les circonstances présentes, ces tendances trouvaient des partisans dans les familles princières et dans une partie des hétaires, et la politique des États les plus influents de la Grèce les encourageait de son mieux, tandis que le peuple y était resté indifférent. Paraît y être resté indifférent. Déjà, le prince des Lyncestes, Arabeos, avait formé une ligue armée avec Cyrras, prince des Élimiotes, contre le roi Archélaos, peut-être sous prétexte de venger l'héritier légitime qui avait été écarté du trône, peut-être en faveur d'Amyntas, fils d'Arydos et petit-fils d'Amyntas, que Perdiccas avait supplanté et qui était le membre de la famille royale le plus rapproché du trône. Archélaos avait acheté la paix en donnant sa fille aînée à Cyrras d'Élimiotide et la plus jeune à Amyntas. Le texte d'Aristote suggère que la veuve d'Arydos, mariée avec Perdiccas, lui a donné le fils qui a été assassiné par Archélaos, et que, pour prévenir sa vengeance, Archélaos a marié sa fille avec le fils qu'elle a eu d'un premier mariage, Amyntas. C'est alors qu'il fut tué par accident, dit-on, à la chasse. Par accident, dit Diodore. D'après Aristote, il fut assassiné par son favori Crateuas, auquel il avait promis sa fille aînée qui fut ensuite donnée à Cyrras. Il eut pour successeur son fils Oreste, encore mineur, sous la tutelle d'Aéropos. Mais le tuteur assassina son pupille et monta lui-même sur le trône. Connard. Aéropos est certainement le fils de cet Arabos de la race des Bacchiades qui régnait sur la Lyncestide à la frontière du pays des Illyriens. Bien souvent, avec l'aide de ses voisins, ses ancêtres avaient combattu les rois de Macédoine. Tout ce qu'ont fait Aéropos, ses fils et petits-fils pendant les 60 ans qui suivirent, nous montre que ces princes ont été les adversaires constants des nouvelles tendances monarchiques, les représentants des mœurs anciennes et plus libres.
Les insurrections incessantes et les perpétuels changements de souverains que l'on constate à cette époque sont une preuve de la lutte qui s'engagea entre la race royale et les tendances particularistes. Aéropos sut rester maître du trône, mais lorsqu'il mourut, en 392, Amyntas le Petit s'empara du pouvoir. Aristote l'appelle Amyntas le Petit et ajoute que Derdas l'assassina parce que celui-ci s'était vanté de l'avoir défloré. D'accord. Ok, on va tout savoir. Il fut assassiné par Dardas et Pausanias, fils d'Aéropos, devint roi. Celui-ci fut à son tour supplanté par Amyntas, fils d'Arydos, et avec ce dernier, la branche aînée de la famille royale rentra dans ses droits. Les années de son règne furent remplies par des troubles qui semblaient faire de la Macédoine une proie facile pour le premier qui voudrait l'attaquer. Les Illyriens, peut-être appelés par les Lyncestes, firent une invasion dévastatrice dans le pays, vainquirent l'armée royale et contraignirent le roi à s'enfuir au-delà des frontières. La couronne fut portée 2 ans par Argaos, de qui nous ne saurions dire s'il appartenait à la famille royale, si c'était un frère de Pausanias ou un prince des Lyncestes. Amyntas revint avec des troupes thessaliennes et recouvra son royaume, mais en triste état. Les villes et les régions du littoral étaient au pouvoir des Olyntiens. Péla elle-même ferma ses portes au roi. C'est peut-être pour arriver enfin à tout concilier qu'il épousa Eurydice, laquelle appartenait aux 2 maisons princières d'Élimyotide et de Lyncestide. Eurydice est la fille de Cyras d'Élimyotide. Le frère d'Eurydice est Derdas, qui était encore jeune quand il assassina Amyntas le Petit en 390. De son mariage avec Eurydice, Amyntas eut 3 fils, Alexandre, Perdiccas et Philippe, qui devait avoir 10 ans à la mort de son père. Survinrent les conséquences de la paix d'Antalcidas et l'expédition des Spartiates contre Olynte. Amyntas se joignit à cette expédition et Derdas, prince des Élymiotes, y prit également part avec 400 cavaliers. Mais le but ne fut pas atteint du premier coup. Derdas fut fait prisonnier. Puis après qu'Olynte eut été enfin obligé de plier, 380, Thèbes se souleva. Sparte fut vaincue à Naxos et à Leuctre. Olynte restaura la ligue chalcidique. Jason de Fer unifia la puissance thessalienne, força Alcétas d'Épire et Amyntas III à entrer dans sa ligue, et il était à la veille d'immenses succès lorsqu'il fut assassiné en 370. Le faible Amyntas n'aurait pu échapper à sa suzeraineté. Il mourut peu après et eut pour successeur l'aîné de ses 3 fils, Alexandre II, que sa mère, la princesse Élymiote, fit bientôt périr. Ah ouais, d'accord. Celle-ci avait depuis longtemps un commerce secret avec Ptolémée, homme d'une famille obscure et mari de sa fille. Tandis qu'Alexandre, que les Thessaliens avaient appelé à leur secours, combattait avec succès, elle engagea Ptolémée à prendre les armes contre lui. Putain. Ptolémée tintait au roi qui rentrait en toute hâte. Puis Thèbes se hâta d'intervenir pour paralyser la Macédoine avant qu'elle n'eût obtenu de plus grands succès en Thessalie. Pélopidas ménagea un accommodement, d'après lequel Alexandre donna en otage 30 jeunes gens nobles et Ptolémée obtint, à ce qu'il semble, une principauté particulière avec la ville d'Aloros, qui lui valut le surnom sous lequel il est connu. Cette transaction ne semblait être faite que pour perdre plus sûrement le roi. Il fut massacré pendant une danse, un jour de fête. La mère d'Alexandre donna au meurtrier sa main, et sous couleur de tutelle pour ses jeunes fils Perdiccas et Philippe, putain, quelle horreur! La royauté, ah ouais, d'accord, putain, 368, la royauté, 368-365.
tiens. Ah ouais, en fait, c'est la grande... oh, putain. Et du coup, le père de Philippe s'appelle Alexandre. Il a été assassiné par sa propre mère. Oh. Pausanias, que beaucoup de Macédoniens avaient appelé, revint de la Chalcidique et s'éleva contre l'usurpateur. On lui donne le titre de membre de la famille royale, sans qu'il soit possible aujourd'hui de distinguer à quelle branche il appartenait. Il fit de rapides progrès. Eurydice s'enfuit avec ses 2 enfants auprès d'Iphicrate, qui se trouvait dans le voisinage avec des forces athéniennes. Iphicrate étouffa l'insurrection, mais la position de Ptolémée n'en fut pas plus affermie pour cela. Le meurtre d'Alexandre était une violation du traité conclu avec les Thébains. Les amis du prince assassiné s'adressèrent à Pélopidas, qui était alors en Thessalie. Celui-ci accourut avec des troupes levées rapidement. Mais l'ordre de Ptolémée dispersa les forces de ses ennemis. Pélopidas se contenta de conclure un nouveau traité avec lui. Comme gage de sa fidélité, Ptolémée lui livra 50 hétaères et son fils Philoxénos. C'est peut-être en cette occasion que Philippe alla aussi à Thèbes. Mais Perdiccas III, aussitôt qu'il fut en âge, vengea le meurtre de son frère dans le sang de l'usurpateur. Pour se soustraire à l'influence de Thèbes, il s'attacha à Athènes et combattit avec gloire aux côtés de Timothée contre les Olyntiens. C'est alors que les Illyriens, peut-être appelés par les Lyncestes, passèrent la frontière. Perdiccas les combattit d'abord avec succès, puis trouva la mort avec 4000 hommes dans une grande bataille. Les Illyriens ravagèrent au loin la contrée, et les Péoniens firent aussi irruption sur le nord dans le pays. Telles furent les circonstances dans lesquelles Philippe prit les rênes du gouvernement, 359, d'abord au nom d'Amyntas, fils mineur de Perdiccas. Il était déjà, sans doute depuis la mort de ce dernier, rentré dans le royaume. D'après un arrangement que Platon passe pour avoir conseillé à Perdiccas, il avait obtenu une principauté partielle, et les troupes qu'il en tira lui fournirent un premier point d'appui. Le danger était grand. Les Illyriens et les Péoniens étaient dans le pays. Les anciens prétendants, Argos et Pausanias, arrivaient d'Athènes, soutenus par les princes de Thrace. 3 bâtards de son père réclamaient la couronne. Fort de l'appui spontané du pays, Philippe surmonta les premières difficultés. À force de prudence, d'adresse, de fermeté, le pays fut sauvé des Illyriens, des Péoniens et des Thraces, la royauté débarrassée des prétendants, et la maison royale mise à l'abri de nouvelles intrigues et de nouveaux bouleversements. Les Athéniens avaient eu la folie de déserter la cause de ses ennemis parce qu'ils avaient reconnu leur droit sur Amphipolis. Puis, inquiets de ses succès, ils avaient formé une ligue offensive et défensive avec Grabos l'Illyrien, Lycpéios le Péonien, Kétriporis le Thrace et ses frères. Comptant que les barbares allaient briser la puissance macédonienne en l'attaquant de 3 côtés à la fois, avant qu'elle fût concentrée et affermie. Mais Philippe, qui déjà s'était emparé d'Amphipolis et en avait gagné les citoyens, se porta rapidement aux frontières, et les barbares, qui étaient encore loin d'être prêts, durent se hâter de faire leur soumission. Vers 356, les frontières étaient complètement à l'abri des barbares. En peu de temps, les partis disparurent de la cour. Ptolémée et Eurydice, qui étaient attachés à celui des Lyncestes, étaient morts. Un des fils d'Aéropos, Alexandre, fut gagné plus tard par son mariage avec la fille du fidèle Antipater, tandis que les 2 autres, Héromène et Arabos, furent satisfaits par diverses faveurs. Néoptolémos et Amyntas, fils d'Arabos, furent élevés à la cour. Le nom des 2 prétendants, Argos et Pausanias, disparaît des documents historiques. Enfin, Philippe, qui d'abord avait pris les rênes du gouvernement au nom d'Amyntas, fils de Perdiccas et légitime héritier du trône, attacha ce dernier à ses intérêts en lui donnant la main de sa fille Sinane lorsqu'il fut en état de se marier.
Ainsi, la Macédoine était aux mains d'un prince capable, par son habileté et l'ordre qu'il mettait dans ses plans, de développer les forces de son royaume, de les utiliser et de les mettre enfin au niveau de la grande pensée qui préoccupait le roi, le dessein d'aller, à la tête de la race grecque, se mesurer avec la puissance des Perses. Ouais, je vais le finir le chapitre, il ne reste plus beaucoup de pages. Je sais pas combien je suis, mais... Ouais, j'ai fini. Dans les traditions historiques telles que... Ah, mais je prends un bonbon d'abord. Dans les traditions historiques telles qu'elles sont parvenues jusqu'à nous, les succès étonnants de Philippe ont fait oublier les éléments de puissance qui les lui ont fait obtenir, et tandis qu'elles examinent chaque mouvement de la main habile qui attirait à elle l'un après l'autre tous les États de la Grèce, elles laissent pour nous dans une obscurité presque complète le corps auquel cette main appartenait et d'où lui venait sa force et sa sûreté. On dirait, à les en croire, que leur séducteur que cette main savait montrer et répandre en temps opportun a été à peu près le seul, ou en tout cas le principal moyen d'action dont Philippe ait fait usage. Lorsqu'on examine plus attentivement la vie intime de son royaume, on reconnaît distinctement deux leviers auxquels on avait déjà touché, mais dont Philippe développa tous les faits et qui furent la base de sa puissance. Lorsque mon père monta sur le trône, dit Alexandre, d'après Arien, aux Macédoniens mutinés dans Opis, vous étiez errants, sans moyen d'existence, la plupart couverts de peaux de bêtes, gardant les moutons sur les montagnes et combattant misérablement pour les protéger contre les Illyriens, les Thraces et les Tribales. Il vous a donné la chlamyde du soldat, vous a fait descendre dans la plaine et vous a appris à combattre à armes égales les barbares voisins. À coup sûr, déjà, auparavant, lorsqu'on était en guerre, tout homme en état de porter les armes était appelé pour être rendu à sa charrue ou à ses troupeaux après la guerre. Mais les dangers au milieu desquels Philippe prit le gouvernement, les combats qu'il dut livrer, surtout dans les premières années de son règne, pour protéger son pays menacé de tous côtés, lui donnèrent l'occasion de reprendre et de développer l'œuvre déjà commencée par le roi Archélaos et peut-être défaite par les troubles intérieurs qui suivirent son règne. Anaximène attribue l'augmentation de la cavalerie des hétaères et de l'infanterie des pésétaères, ainsi que la division de cette infanterie en bataillons et compagnies à Alexandre, le frère aîné de Philippe. Les Xénoïs sont bien des mercenaires et jouent dès le début un rôle dans cette organisation militaire. Se fondant sur cette obligation du service militaire, il créa une armée nationale qui, s'accroissant peu à peu, finit par compter à peu près 40 000 hommes. Il sut non seulement se créer cette armée, mais encore la soumettre à une discipline et la former à l'art militaire. On nous le montre proscrivant les équipages inutiles, les chariots de bagages pour l'infanterie, n'accordant qu'un seul écuyer à chaque cavalier et faisant souvent faire aux soldats, même pendant les chaleurs de l'été, des étapes de 6 à 7 miles avec charge complète et provisions pour plusieurs jours. La discipline était si sévère dans l'armée que dans la guerre de 338, 2 officiers supérieurs furent cassés pour avoir amené une joueuse de lyre avec eux dans le camp. Ça, c'est selon Élien, dans Histoire variée. Avec le service militaire lui-même se développa la hiérarchie des commandants et des subordonnés et un cadre d'avancement fondé sur le seul mérite et sur la capacité reconnue. Les suites de cette organisation militaire se montrèrent bientôt. Elle eut pour résultat d'apprendre aux diverses provinces du royaume à se considérer comme formant un tout
et aux Macédoniens à sentir qu'ils étaient un seul peuple. Elle rendit possible la fusion intime des territoires nouvellement conquis avec l'ancienne Macédoine. Avant tout, avec cette unité et le caractère militaire qui devint désormais prédominant, elle donna au peuple macédonien le sentiment intime de sa valeur guerrière et la force morale produite par une hiérarchie au sommet de laquelle était le roi lui-même. Pour atteindre son but, celui-ci trouva dans la population agricole du pays une matière souple et résistante, tandis que la noblesse des étaires lui composait un cadre d'officiers plein d'honneur et d'émulation. Diodore. Pour preuve, l'histoire de ce Pausanias, accusé de mœurs efféminées, qui répond à ce reproche en couvrant le corps du roi au moment où celui-ci, dans une bataille, court un grand danger. Pausanias se fait hacher en morceaux. Oh, putain. Une armée de cette nature... Je finis mon bonbon. Une armée de cette nature devait être supérieure aux bandes de mercenaires et même aux levées de citoyens, telles qu'elles se faisaient à la mode traditionnelle dans les États helléniques. Un peuple de cette rudesse et de cette vigueur devait l'emporter sur la race grecque, saturée de civilisation et surexcitée ou blasée par la démocratie et la vie des cités. Cette terre macédonienne avait conservé, par une faveur du destin, l'ancienne vigueur et les mœurs antiques, jusqu'au jour où il lui fut donné de faire ses preuves dans de grandes entreprises. Surtout, ils avaient continué le culte des anciens mythes. Donc le culte des éléments, ce qui est normal, ce qui est évident dans des cultures agricoles. Quand la culture cultive, tout va bien, mais quand la culture pense, tout va mal en fait. C'est le problème. Alors, après vous pouvez chanter la liberté de penser et tout, hein, si vous voulez, mais la liberté, ça n'a rien à voir avec la pensée. Alors, donc non, c'est pas avec la faveur du destin. Dans la lutte entre la royauté et la noblesse, la Macédoine avait donné la préférence, non pas comme en Grèce des siècles auparavant, à l'orgueilleuse caste des seigneurs, mais à la royauté. Cette royauté, chez un peuple agriculteur fort et libre, cette monarchie militaire, donnait maintenant à la nation la forme, la force, la direction dont les démocraties helléniques elles-mêmes avaient reconnu la nécessité, mais qu'elles avaient été impuissantes à conserver et à convertir en institutions durables. C'est marrant parce qu'avant même de lire ce livre, la semaine dernière, j'ai eu cette discussion. J'ai parlé pourquoi le Philippe de Macédoine a défoncé les Grecs et les Perses parce que c'était une société basée sur la force des paysans. Et voilà. Au contraire, la civilisation, qui était le fruit tout particulier, j'ai jamais lu de livre avant sur la Macédoine. Pour moi, ça me semble tellement logique. Au contraire, mais il aurait pu dire ça beaucoup plus rapidement, le gars, mais en même temps, il écrit au 19e siècle. Au contraire, la civilisation, qui était le fruit tout particulier de la vie hellénique, devait être importée complète et tout d'une pièce dans le peuple macédonien. Il fallait donc poursuivre l'œuvre commencée par les princes précédents. L'exemple du roi et de sa cour était là d'un très grand poids, et la noblesse du royaume prit bientôt une position aussi naturelle qu'efficace, en devenant la partie policée de la nation. Dans aucun des grands États de la Grèce, cette différence n'avait pu s'accuser de la même manière. Les Spartiates étaient tous grossiers et n'avaient d'autre supériorité sur les Ilotes et les Périèques de leur pays que celle d'être les maîtres.
Les Athéniens libres étaient, ou du moins se considéraient eux-mêmes, comme étant tous, sans exception, extrêmement policés. Enfin, dans d'autres endroits, la démocratie avait supprimé la classe des seigneurs, mais pour abaisser d'autant plus sûrement le niveau de la vie intellectuelle, en accentuant la distinction des riches et des pauvres. Philippe avait vécu à Thèbes au temps d'Épaminondas. Un disciple de Platon, Euphratos d'Oréos, avait de bonne heure exercé une certaine influence sur ses destinées. Lui-même était, au dire d'Isocrate, un ami de la littérature et de la civilisation. Et ce qui le prouve, c'est qu'il appela Aristote pour être le précepteur de son fils. Des cours et leçons de toute espèce qu'il avait, paraît-il, institués, et qui étaient particulièrement destinés aux cadets de son entourage, pourvoyaient à l'éducation de la jeune noblesse, qu'il cherchait à attirer autant que possible à sa cour, à attacher à sa personne, à préparer au service immédiat de la royauté. Comme enfants nobles d'abord, puis, lorsqu'ils étaient un peu plus âgés, comme gardes du corps, somatopsulakès, du roi dans les légions des Hétaères, comme commandement dans les divers corps d'armée, comme ambassadeur près des États grecs, mission si fréquente à l'époque, les nobles avaient assez d'occasions de se signaler ou de recevoir des récompenses pour services rendus, et partant, ils avaient besoin de cette éducation et de ces mœurs attiques que le roi désirait et qu'il possédait lui-même. L'adversaire le plus zélé de Philippe devait avouer qu'Athènes aurait pu difficilement trouver un de ses citoyens qui fût plus homme du monde que le roi de Macédoine. Lorsqu'il se présentait à sa cour des fêtes, une réception d'ambassadeurs étrangers ou la célébration de grands jeux, cette cour que remplissait ordinairement le tapage, l'orgie, l'ivresse, à la mode grossière des Macédoniens ou des centaures et des lestrigons, comme dit Théopompe, brillait alors d'un éclat d'autant plus vif, conformément au goût et à la coutume hellénique. Tout y était splendide et magnifique, rien de petit ni de mesquin. Les domaines de la maison royale, les impôts fonciers du pays, le péage des ports, les mines du Pangaon, qui rapportaient annuellement 1000 talents, et avant tout l'ordre et l'économie qui présidaient à l'administration de Philippe, portèrent son royaume à un degré de prospérité qu'on n'avait vu qu'une seule fois dans le monde hellénique, à Athènes, sous Périclès. C'est ce qui paraît résulter des expressions de Démosthène et de la politique de Philippe en fait de mines, de monnaie et de commerce. Il y a de l'or en Macédoine, il y a des mines d'or. La cour de Péla, avec son opulence, son éclat militaire, la noblesse qui était réunie, pouvait en imposer même aux ambassadeurs helléniques. La plupart des membres de cette noblesse, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, étaient d'origine princière. Telles étaient la famille des Bacchiades de l'Incestide, celle de Polysperchon, prince du territoire de Tymphéa, celle d'Oronte, à laquelle la province d'Orestide paraît avoir appartenu. Perdiccas, fils aîné d'Oronte, obtint le commandement de la phalange d'Orestide, de la même, à ce qu'il semble, dont la conduite passa aux mains de son frère Alcétas lorsque lui-même devint hipparque. La principale de ces races princières était une branche collatérale de la famille royale, celle d'Hélimiothide, issue au temps de la guerre du Péloponnèse de ce prince Derdas, dont nous avons parlé plus haut. Vers l'année 380, un second Derdas possédait le pays. Il avait marché alors avec Amyntas de Macédoine et les Spartiates contre Olynte, et nous le retrouvons plus tard prisonnier des Olyntiens. Philippe, en épousant Phila, sœur de ce Derdas, doit avoir eu pour but de se l'attacher ou de terminer avec lui quelque différend. Dans l'entourage du roi, on trouve mentionnés les noms des frères de Derdas, Machatas et Harpalos. On rencontre le troisième frère Harpalos dans un discours de Démosthène. Il est question de lui à propos des Amphipolitains qu'il a remis comme otage à Iphicrate en 366. Toutefois,
Il resta entre Philippe et cette famille une froideur qui ne fut pas toujours habilement dissimulée, et que le roi entretenait peut-être à dessein pour tenir ses grands à une certaine distance et dans l'appréhension au moyen d'une faveur douteuse. Dans une affaire juridique dont Philippe était juge, c'est à peine si Machatas put obtenir une sentence équitable. Le roi ne manqua pas de profiter d'une injustice dont s'était rendu coupable un parent de cette maison pour offenser publiquement la famille, et les prières d'Arpalos, frère de Machatas, en faveur du délinquant, furent repoussées non sans aigreur. Parmi les familles nobles réunies à la cour de Péla, il en est deux qui méritent d'être mentionnées à cause de leur importance particulière. Ce sont celles d'Iolas et de Philotas. Le fils de Philotas était Parménion, ce général fidèle et prudent auquel Philippe avait plusieurs fois confié la conduite des expéditions les plus importantes. Il devait la victoire sur les Dardaniens, 356. C'est lui qu'il chargea d'occuper Lebé en 343. Les frères de Parménion, Azandros et Agathon, et plus encore ses fils, Philotas, Nicanor et Hector, participèrent plus tard largement à la gloire de leur père. Ses fils allièrent aux plus nobles familles du royaume. L'une épousa Quenos, un chef de phalange, l'autre Attal, dont une nièce épousa plus tard le roi. Antipater ou Antipas, comme l'appelaient les Macédoniens, fils d'Iolas, n'avait pas une moindre influence et n'occupait pas un rang moins honorable, ainsi que le prouve ce mot de Philippe. J'ai dormi tranquille car Antipas veillait. Sa fidélité éprouvée et sa perspicacité dans les affaires militaires et politiques le rendaient très propre à remplir les hautes fonctions d'administrateur de royaume, fonctions dont il allait être chargé bientôt, et un mariage avec sa fille parut au roi le plus sûr moyen de s'attacher la noble famille dès l'inceste. Ses fils, Cassandre, Archias et Iolas, ne jouèrent un rôle que plus tard. Voilà ce qu'était la cour et la nation telles que Philippe les avait faites. Il faut ajouter que l'élément monarchique dut acquérir, dans les mœurs publiques de la Macédoine, une prépondérance décisive tout à la fois par la situation historique de ce pays et par la personnalité de Philippe. Ce n'est qu'en reconstituant cet ensemble de circonstances que l'on peut comprendre ce caractère. Placé au point où se heurtaient les contradictions et les contrastes les plus singuliers, grec par rapport à son peuple, macédonien pour les Grecs, Philippe avait sur cela l'avantage de la ruse et de la dissimulation hellénique, sur ceci celui de la rudesse et de l'énergie macédonienne, supérieur aux uns et aux autres par la netteté avec laquelle il précisait son but, par la suite qu'il mettait dans la conception de ses plans, par le secret et la rapidité avec laquelle il les mettait à exécution. Cette tactique consistait à être une perpétuelle énigme pour ses adversaires et à apparaître toujours autrement, dans un autre lieu, dans une autre direction, qu'ils ne s'y attendaient. Porté par nature à la volupté et au plaisir, il avait aussi peu de retenue que de constance dans ses penchants. Souvent, il semblait être complètement dominé par ses passions, et toutefois, dans ces moments même, il restait entièrement maître de lui, et aussi réfléchi et froid que l'exigeaient ses desseins, tellement qu'on peut douter si c'est dans ses vertus ou dans ses défauts que son individualité propre se manifestait le mieux. Les mœurs de son siècle, la politesse, l'habileté, la frivolité du temps, le mélange de grandes pensées et de souplesse raffinée qu'on y rencontre, se reproduisent en lui comme dans un miroir. Olympias, son épouse, formait avec lui un contraste frappant. Elle était fille de Néoptolémos, roi des Épirotes, et appartenait à la race d'Achille. Philippe, dans sa jeunesse, avait appris à la connaître dans la célébration des mystères à Samothrace, et l'avait épousée avec le consentement d'Aribas, son tuteur et son oncle. Plus tard,
dans Alexandre. Donc, je cite, son père Néoptolémos est déjà mentionné à côté d'Alcétas, son père à lui, dans la décision votée en 377 par la Ligue athénienne. Après la mort d'Alcétas, Néoptolémos partagea avec son frère Aribas le royaume des Molos, et à la mort de Néoptolémos, les enfants de celui-ci, Olympias et Alexandre, passèrent sous la tutelle de leur oncle Aribas. Olympias devint en 357 la femme de Philippe. Peu après, son frère venait la rejoindre à la cour de Macédoine. Dès 352, Philippe trouva occasion de chercher querelle à Aribas, et quand Alexandre eut 20 ans, il le poussa à prendre les armes contre son oncle. Belle, peu communicative, pleine d'ardeur concentrée, elle était passionnément adonnée au culte mystérieux d'Orphée et de Bacchos et à la sombre magie des femmes de Thrace. Dans les orgies nocturnes, on la voyait, dit-on, se précipiter à travers les montagnes en tête de toutes les autres, en proie à une surexcitation sauvage, brandissant le thyrse et le serpent. Ça s'appelle boire de la ciguë. Ces songes répétaient les fantastiques images dont son imagination était remplie. La nuit qui précéda son mariage, elle rêva, dit-on, qu'elle était enveloppée par une violente tempête et que la foudre enflammée pénétrait dans son sein. Il s'en échappait ensuite un feu impétueux qui promena au loin ses flammes dévorantes et s'évanouit. Lorsque la tradition nous rapporte que, entre autres signes prodigieux survenus la nuit où Alexandre naquit, le temple d'Artémis à Éphèse, qui, avec son mégabise, ses eunuques et ses hiérodules, était pour les Grecs un véritable sanctuaire oriental, fut détruit par un incendie. Lorsqu'elle ajoute encore que Philippe, au moment où il apprit la naissance de son fils, reçut en même temps 3 messages de victoire, elle ne fait qu'exprimer sous une forme légendaire le sens général d'une vie héroïque si pleine de faits, ce sens que la recherche scientifique a tenté si souvent de dégager et qui la plupart du temps lui a échappé. C'est très bien dit. Donc la naissance d'Alexandre doit être placée après le 24 septembre et avant la mi-décembre. Or, il est impossible que la nouvelle de la victoire remportée à Olympie ne soit parvenue au roi que fin septembre. Ce synchronisme est donc soit une combinaison populaire, soit un moyen mnémonique employé dans les écoles et n'a aucune valeur historique. Bon, on va laisser ce commentaire de côté parce que je ne sais pas d'où il sort ces arguments, mais peu importe. Alors, tout bien compté, dit Théopompe en parlant de Philippe, l'Europe n'a jamais vu un homme semblable au fils d'Amathas. Tenace, calculateur, infatigable au travail comme il était, il lui manqua pourtant en définitive, pour accomplir l'entreprise dans laquelle il voyait le but de sa vie, quelque chose qui n'entrait pas dans ses aptitudes. Il peut s'être emparé de cette grande idée comme un moyen d'unifier le monde grec et d'élever de plus en plus haut les regards de ces Macédoniens. C'était une idée que lui donnait la civilisation et l'histoire de la Grèce. La nécessité des circonstances, ils avaient les mêmes origines. Déjà, le problème, c'est que les Hellènes, c'était des nazis, quoi. La nécessité des circonstances, au milieu desquelles il avait eu si longtemps, si péniblement à se débattre, l'amena à la concevoir. Mais ce ne fut pas la nécessité et l'invincible force de cette pensée qui l'excitèrent à l'accomplir. On pourrait même douter qu'il la crût pratique, lorsqu'on le voit hésiter et tergiverser au milieu de préparatifs sans cesse renouvelés. C'est quand même marié à une femme de mystère, donc c'est qu'il avait le sens, je ne vais pas dire religieux, mais il avait le sens du culte et des mythes quand même. Ces préparatifs étaient certainement nécessaires,
Mais on a beau entasser Pélion sur... Enfin, ce que je veux dire, c'est que les Macédoniens ont la primauté ancestrale. C'est-à-dire, ils sont plus connectés aux ancêtres que ne l'étaient enfin, les Athéniens avec leur pensée unique, quoi. Donc je reprends. Ces préparatifs étaient certainement nécessaires, mais on a beau entasser Pélion sur Ossa, on n'en atteint pas davantage l'Olympe des dieux. Au-delà de la mer, il voyait bien la terre de la victoire et de l'avenir pour les Macédoniens. Mais ensuite son regard se troublait, et sur ses plans se projetaient comme un nuage les formes indécises de ses désirs. Cette passion pour la grande entreprise se communiqua de lui à son entourage, à la noblesse, au peuple tout entier. Elle devint le point central autour duquel s'agitait la vie macédonienne, le séduisant secret de l'avenir. On combattait contre les Thraces, on triomphait des Grecs, mais l'Orient était le but pour lequel on combattait et on triomphait. C'est dans ce milieu que s'écoula l'enfance d'Alexandre. L'âme de l'enfant put être d'assez bonne heure impressionnée par les légendes de l'Orient, le tranquille fleuve de l'or, la source du soleil, le cep d'or aux grappes, d'émeraude, et la prairie de Nysa, où était né Dionysos. Puis il grandit et entendit parler des victoires de Marathon et de Salamine, des temples et des tombeaux que les rois des Perses, avec son armée d'esclaves, avaient dévastés et profanés. On lui dit aussi comment son aïeul, le premier Alexandre, avait dû offrir aux Perses la terre et l'eau et leur fournir une armée contre les Hellènes, et comment maintenant les Macédoniens allaient marcher sur l'Asie et venger son aïeul. Un jour qu'il vint à Péla des ambassadeurs de la cour de Perse, il les interrogea avec soin sur l'armée et les peuples de l'Empire, sur les lois et les usages, sur l'organisation et la vie de ces peuples, et les Perses furent étonnés de cet enfant. Ce ne fut pas non plus une circonstance moins importante qu'Aristote, ce grand penseur de l'Antiquité, ait été le précepteur de l'adolescent. Entre 345 et 344. Ah, il a été précepteur qu'un an. On dit que Philippe, dès la naissance de son fils, sonda à ce sujet le philosophe et qu'il lui écrivit. Ce qui me réjouit, ce n'est pas que cet enfant soit né, mais bien qu'il soit né de vos jours. Élevé par vous, il sera digne de nous et de la destinée qui sera un jour son héritage. Ben, bon, je lis pas forcément ses commentaires parce que celui qui a conquis le monde à la pensée éleva celui qui devait le conquérir à la pointe de l'épée. C'est à lui qu'appartient la gloire d'avoir donné à cet enfant passionné non, l'initiation et la grandeur des pensées, la pensée de la grandeur surtout. C'est lui qui lui a appris à mépriser les plaisirs et à fuir la volupté. Tu rigoles? Ah ouais, bon, apparemment il a été chaste longtemps. Qui ennoblit ses passions et donna à sa force la mesure et la profondeur. Alexandre conserva toujours pour son précepteur le plus profond respect. Il disait qu'il devait seulement à son père de vivre, mais qu'il devait à son maître de vivre bien. Telles furent les influences. Moi, je pense plutôt que c'est Alexandre il était jeune, hein, Aristote. Je crois plutôt que c'est Alexandre qui a influencé Aristote. Telles furent les influences sur lesquelles, c'est comme quand on dit, plus tu apprends à quelqu'un et plus tu apprends de toi-même, en fait. Telles furent enseignées, c'est l'art d'enseigner. Telles furent les influences sous lesquelles se forma son génie et son caractère. Plein d'activité et passionné pour la gloire, il allait jusqu'à s'affliger des victoires de son père, parce qu'elle ne lui laisserait plus rien faire.
Achille était son modèle et il se glorifiait volontiers d'appartenir à sa race, lui qui devait ressembler à son héros par la gloire et la peine. Il aimait Héphaëstion, son ami de jeunesse, comme Achille son Patrocle. Et s'il estimait son ancêtre heureux de ce qu'Homère eût fait passer à la postérité la mémoire de ses hauts faits, les légendes héroïques des peuples de l'Orient et de l'Occident ne se lassent pas d'orner le nom d'Alexandre de tout le merveilleux éclat d'une grandeur humaine et surhumaine. Voilà. D'ailleurs, je vais plutôt parler du surhumain dans les autres. À son père, il préférait sa mère, dont il avait l'enthousiasme et cette profonde vivacité de sentiment qui le distingue parmi tous les héros anciens et modernes. Oh, il adorait la musique. Son extérieur répondait aux qualités de son âme, sa démarche vive, son regard étincelant, sa chevelure éparse, sa voix forte, annonçaient le héros. Lorsqu'il était en repos, il y avait un charme enchanteur dans la douceur de ses traits, le tendre coloris qui animait sa joue, son œil au regard humide, sa tête légèrement inclinée à gauche. Il se distinguait surtout dans les exercices équestres. Il n'était encore qu'un enfant lorsqu'il dompta Bucéphale, ce coursier sauvage de Thessalie, sur lequel personne n'osait se hasarder et qui fut plus tard, dans toutes ses guerres, son cheval de bataille. Il fit ses premières armes sous la conduite de son père, tandis que Philippe assiégeait Byzance, il soumit les Mèdes et fonda dans leur pays une ville qui porta son nom. Il acquit encore plus de gloire à la bataille de Chéronée, qui fut gagnée par sa bravoure personnelle. L'année suivante, il battit Pleurias, prince de l'Illyrie, dans un combat des plus acharnés. Ce fut sans envie, dit-on, que Philippe vit dans son fils celui qui devait un jour exécuter ses plans. Malgré toutes les commotions que la succession au trône avait causées dans le pays, il dut être sans inquiétude sur l'avenir en voyant à ses côtés un successeur qui semblait doué des plus hautes qualités nécessaires à un roi, qui trouverait, selon le mot qu'on lui prête, la Macédoine trop petite pour lui et n'aurait pas, comme son père, à se repentir de bien des choses qu'il n'était plus possible de changer. Ah, c'est Plutarque. Plus tard qu'il a écrit un truc sur Philippe. On le lira plus tard. Plutarque, on lira plus tard. Non, plus tard, on lira plus tard. Puis commencèrent des différends entre le père et le fils. Alexandre voyait sa mère délaissée par Philippe, qui lui préférait des danseuses de Thessalie ou des femmes galantes de Grèce. Le roi se choisit même une seconde femme parmi les filles nobles du pays. C'était Cléopâtre, nièce d'Attale. Le mariage, raconte-t-on, fut célébré avec autant d'éclat que de bruit, selon les mœurs macédoniennes. On but et on rit. Comme on était déjà échauffé par le vin, Attale, oncle de la jeune reine, s'écria « Ô Macédoniens, priez les dieux, puissent-ils bénir le sein de notre reine et donner au royaume un légitime héritier au trône ?» Alexandre était présent. Enflammé de colère, il lui cria « Me prends-tu donc pour un bâtard, gredin ?» Et il lança sa coupe contre lui. Le roi furieux se leva et, tirant son épée suspendue à son côté, se précipita sur son fils pour le transpercer. Mais le vin, la fureur, la blessure qu'il avait reçue à Chéronée rendaient ses pas chancelants. Il vacilla et tomba par terre. Les amis se hâtèrent d'éloigner Alexandre de la salle. Voyez, mes amis, dit-il en sortant, mon père veut aller d'Europe en Asie et il ne peut se traîner d'une table à une autre. Bien dit. Il quitta la Macédoine avec sa mère. Elle gagna l'Épire, sa patrie. Lui se retira plus loin, en Illyrie. Peu après, Démaratos, l'hôte et l'ami de Corinthe, vint à Pella. Le roi, après l'avoir salué, lui demanda comment allaient les choses en Grèce et si les Hellènes conservaient la paix et la concorde. Ô roi, lui répondit son hôte avec une noble franchise, pouvez-vous bien m'interroger sur la paix et la concorde en Grèce, vous qui avez rempli votre propre maison de troubles et de haine, vous qui avez chassé loin de votre personne ceux qui devaient être pour vous les plus proches et les plus chers?
Le roi garda le silence. Il savait combien Alexandre était aimé. Il savait ce qu'il valait et ce qu'il était. Il craignait que tout cela ne suggérât aux Hellènes de malins propos et peut-être des projets pires que les propos. Démaratos dut lui-même faire l'office de médiateur. Bientôt le père et le fils furent réconciliés et Alexandre revint à la cour. Mais Olympias n'oubliait pas qu'elle avait été méprisée et chassée. Elle resta en Épire et poussa ses frères à prendre les armes pour briser le lien qui la tenait sous la dépendance de Philippe. Il est à croire qu'elle ne négligea pas non plus d'avertir et d'exciter son fils. Les sujets de méfiance ne manquaient pas. Attale et ses amis dominaient partout. Les ambassadeurs du dynaste de Carie, Pixodaros, cherchaient à faire une ligue avec Philippe et proposaient une alliance par mariage entre les deux maisons. On leur offrit, comme époux pour la fille du dynaste, Aridaos, fils du roi et de la Thessalienne. Alors Alexandre fut convaincu que ses droits d'héritier du trône étaient menacés. Ses amis furent de son avis et lui conseillèrent de travailler avec résolution et en toute hâte à contrecarrer les plans de son père. Un homme de confiance, l'acteur Thessalos, fut envoyé au dynaste de Carie pour lui dire qu'il ne fallait pas qu'il donnât sa fille à un bâtard idiot, qu'Alexandre, fils légitime du roi et futur héritier du trône, était prêt à devenir le gendre d'un prince aussi puissant que le dynaste. Philippe découvrit l'intrigue et entra dans la plus grande colère. En présence du jeune Philotas, un des amis d'Alexandre, il reprocha à son fils l'indignité de sa méfiance et de sa dissimulation, disant qu'il n'était pas digne de sa haute naissance, de son bonheur et de sa destinée, s'il n'avait pas honte d'épouser la fille d'un Carien, l'esclave d'un roi barbare. Les amis d'Alexandre qui l'avaient conseillé, Harpalos, Néarchos, Ptolémée, fils de Lagos, les frèresÉrigios et Laomédon, furent bannis de la cour et du royaume. L'extradition de Thessalos fut exigée à Corinthe. C'est presque fini. Ainsi arriva l'année 336. Les préparatifs pour la guerre de Perse furent poussés avec la plus grande activité. On appela les contingents des États alliés et un corps d'armée important fut dirigé comme avant-garde sur l'Asie, sous la conduite de Parménion et d'Attale, pour occuper les places au-delà de l'Hellespont, délivrer les villes helléniques et ouvrir la voie à la grande armée fédérale. Il est assez étrange que le roi divisât ainsi ses forces, et plus étrange qu'il en engageât ainsi une partie, qui en aucun cas ne pouvait être assez forte, avant d'être complètement sûr des affaires concernant la politique intérieure. Les mouvements qui se produisaient en Épire ne lui échappaient pas. Il semblait annoncer une guerre qui non seulement menaçait de faire différer encore davantage l'expédition de Perse, mais qui ne pouvait rapporter un grand avantage dans le cas où elle serait heureusement terminée, et dans le cas contraire, anéantirait d'un seul coup l'œuvre qui avait coûté tant d'efforts et avait demandé au roi un travail de 20 années. Il fallait conjurer cette guerre. On ne pouvait pas laisser le Molosse dans une situation si équivoque vis-à-vis de la Macédoine. On le gagna par une proposition qui l'honorait, en même temps qu'elle assurait sa puissance. Philippe fiança avec lui Cléopâtre, sa fille, et celle d'Olympias. Le mariage devait avoir lieu dans l'automne. Ah, c'est marrant. La sœur d'Alexandre s'appelait Cléopâtre. Donc, le mariage devait avoir lieu dans l'automne de la même année, saison que le roi avait aussi choisie pour célébrer avec la plus grande pompe la fête de l'union de tous les Hellènes et pour inaugurer en commun la guerre persique. Philippe avait interrogé le dieu de Delphes pour savoir s'il serait vainqueur des Perses, et l'oracle avait répondu: Voici que le taureau est couronné, finissez-en, le sacrificateur est prêt. Oh, magnifique, magnifique.
Parmi les jeunes nobles de la cour était Pausanias, remarquable par sa beauté et très en faveur près du roi. Enflammé de colère, à cause d'une grave injure qu'il avait reçue d'Attale dans un festin, il eut recours à Philippe, qui blâma bien l'acte d'Attale, mais se contenta, pour apaiser l'offensé, de lui offrir des présents et de le faire entrer dans les rangs des gardes du corps. Peu après, le roi épousait la nièce d'Attale, qui lui-même épousait la fille de Parménion. Pausanias ne voyait aucun espoir de se venger. Il couva d'autant plus avant dans son cœur son dépit, sa rancune et sa haine contre celui qui l'avait frustré de sa vengeance. Il n'était pas seul dans sa haine. Les frères Lynceste n'avaient pas oublié ce qu'avaient été et leur père et leur frère. Ils nouèrent des relations secrètes avec le roi de Perse. Ah, ok. Bon, apparemment, ce serait... Oh, ok. Ah, bizarre. Ils étaient d'autant plus à craindre qu'ils le paraissaient moins. Le nombre des mécontents s'accroissait dans l'ombre de plus en plus. Hermocrate, le sophiste, attisait le feu par ses discours envenimés. Il gagna la confiance de Pausania. Comment obtient-on la plus grande gloire demandait le jeune homme. En tuant celui qui a accompli ce qu'il y a de plus grand, fut la réponse du sophiste. L'automne arriva, et avec lui les fêtes des noces. Le mariage devait avoir lieu à Égée, l'ancienne résidence royale où se trouvait encore, depuis que Péla florissait, le lieu de sépulture des rois. Ah, ah donc c'est là-bas. Aega. Ça s'écrit A-E-G-A-E. Égée. Égée. Les hôtes y accouraient en foule de tous les côtés. Les théors, en grande pompe, arrivaient de Grèce. Beaucoup portaient des couronnes d'or pour Philippe. Les princes des Agrianes, les Péoniens, des Odryses, les grands du royaume, la noblesse chevaleresque du pays, un peuple innombrable s'y réunissait. Le premier jour se passe en joie bruyante au milieu des salutations, des témoignages d'honneur, des processions solennelles et des festins. Des héros convient la foule à se réunir le lendemain matin au théâtre. Avant l'aube, la multitude se pressait déjà dans les rues, se portant pêle-mêle vers le lieu du spectacle. Enfin, le roi, revêtu d'habits de fête, ah, j'ai trop chaud. Ah merde. Ouais. Ah, j'ai tombé dans les pommes. Ça fait trop longtemps que je lis. Bon, c'est pas grave. Euh, Environné de ces jeunes nobles et de ces gardes du corps, s'approche. Il envoie sa suite en avant dans le théâtre, car il pense qu'il n'en a pas besoin au milieu de cette foule joyeuse. À ce moment, Pausanias se précipite sur lui, lui transperce la poitrine, et pendant que le roi s'affaisse, court rejoindre les chevaux qui l'attendent tout près à la porte de la ville. Mais en fuyant, il fait un faux pas et tombe. Perdiccas, Léonatos et d'autres gardes du corps l'atteignent et le percent de coups. La réunion se disperse dans une tumultueuse confusion. Le trouble, la fermentation est partout. À qui doit appartenir le trône? Qui sauvera le royaume? Alexandre est le fils aîné du roi, mais on craint la haine sauvage de sa mère, que beaucoup, pour plaire au roi, ont méprisée et injuriée. Déjà, elle est à Égée pour présider aux funérailles de son époux. Elle semble avoir pressenti, prévu la catastrophe. On dit que le meurtre du roi est son ouvrage, que c'est elle qui tenait les chevaux prêts pour le meurtrier. Ouais, moi aussi j'avais entendu ça, mais... On ajoutait qu'Alexandre aussi avait eu connaissance du guet-apens, signe de plus qu'il n'était pas le fils de Philippe, mais qu'il avait été conçu et mis au monde par un noir maléfice. De là la répulsion du roi contre lui et contre sa farouche mère, de là le second mariage avec Cléopâtre. C'était à l'enfant que celle-ci venait de mettre au monde qu'appartenait le trône.
Atta, l'oncle de la reine, n'avait-il pas possédé la confiance du roi? Il était digne de prendre la régence. D'autres pensaient que celui qui avait le plus de droit au trône était Amyntas, fils de Perdicas, qui avait dû, à cause de sa jeunesse, abandonner à Philippe les rênes de l'Empire environné de dangers. La haute valeur de Philippe excusait seule son usurpation. D'après son droit imprescriptible, Amyntas devait maintenant monter sur le trône, dont il s'était rendu digne pendant tant d'années qu'il en avait été écarté. D'un autre côté, les Lyncestes et leurs partisans prétendaient que si l'on faisait valoir pour l'héritage de Philippe des prétentions plus anciennes, leur père et leurs frères avaient possédé le trône avant Perdicas et le père de Philippe, et qu'ils ne devaient pas en rester privés par une plus longue usurpation. Que d'ailleurs, Alexandre et Amyntas n'étaient guère encore que des enfants. Amyntas avait été, dès son jeune âge, privé de la force et de l'espérance de régner. Alexandre, sous l'influence d'une mère avide de vengeance, était par son arrogance, son éducation, dans les goûts du jour, son mépris des bonnes vieilles mœurs, plus redoutable que Philippe, son père lui-même, pour les libertés du royaume, tandis qu'eux, ils étaient les amis du pays. Ils appartenaient à cette race qui, de tout temps, s'était efforcée de maintenir les anciennes mœurs. Ils avaient vieilli au milieu des Macédoniens, s'étaient mis au courant des désirs du peuple. Ils étaient liés avec le grand roi de Suse et pouvaient seuls protéger le pays contre sa colère, s'il en arrivait à demander satisfaction pour cette guerre que Philippe avait commencée avec une folle témérité. C'était un grand bonheur pour le pays que la main de leur ami lui délivrât à tant d'un roi qui ne comptait pour rien le droit, le bien du peuple, les serments et la vertu. Ainsi parlaient les partis, mais le peuple haïssait les meurtriers du roi et ne craignait pas la guerre. Il oublia le fils de Cléopâtre, car le représentant de son parti était éloigné. Il ne connaissait pas le fils de Perdicas, dont l'inaction semblait être une preuve suffisante d'incapacité. Du côté d'Alexandre était tout le droit, et les injures imméritées dont il était l'objet ne faisaient qu'exciter la sympathie. De plus, il avait pour lui la gloire qu'il avait acquise dans les guerres contre les Maèdes et contre les Illyriens, celle de la victoire de Chéronée, la gloire plus belle encore de l'éducation, de l'affabilité, de la générosité. Déjà même, il avait présidé avec bonheur aux affaires du pays. Il possédait la confiance et l'amour du peuple et pouvait en particulier compter sur l'armée. Alexandre le Lynceste comprit qu'il ne lui restait aucune espérance. Il se hâta d'aller trouver le fils d'Olympias et fut le premier à le saluer roi de Macédoine. Les débuts d'Alexandre ne furent pas la simple prise de possession d'un héritage assuré. Ce jeune homme de 20 ans dut montrer qu'il avait, pour être roi, et la vocation et la force. D'une main ferme, il saisit les rênes du gouvernement et les troubles cessèrent. Il convoqua l'armée pour recevoir ses hommages, comme c'était l'usage chez les Macédoniens. Le nom seul du roi était changé. La puissance de la Macédoine, l'ordre des choses, les espérances de conquête restaient les mêmes. Il maintint l'ancienne obligation du service militaire, mais dispensa ceux qui servaient de tout autre devoir et de toute autre obligation. Les exercices nombreux, les marches fréquentes qu'il ordonna rendirent aux troupes l'esprit militaire que les derniers événements pouvaient avoir relâché et en firent un instrument sûr dans sa main. Le meurtre du roi demandait un châtiment exemplaire. C'était en même temps le moyen d'affermir le nouveau gouvernement. On découvrit que les frères Lyncestes, achetés par le roi de Perse, qui craignait la guerre avec Philippe, avaient formé une conjuration dans l'espérance de saisir la couronne à l'ère des Perses. Pausanias n'avait été que l'instrument aveugle de leur secret dessein. Les conjurés furent exécutés le jour des funérailles. Parmi eux se trouvaient les Lyncestes Arabos et Héromène. Leur frère Alexandre fut gracié parce qu'il s'était soumis. Le fils d'Arabos, Néoptolème, s'enfuit chez les Perses. Ça y est. Ah, c'était un long chapitre, hein, mais j'avais envie d'aller jusqu'au bout vu qu'il n'était pas trop gros. Voilà. Bon ben. Par contre, le prochain chapitre,
Je le ferai en plusieurs fois, hein, je crois. Oui, parce que là, j'ai un peu exagéré. Là, ouais, le prochain chapitre, je le ferai en 2 fois. On va plus.